Bonjour à tous. Un grand merci à Finance Innovation pour organiser cet événement sur un sujet ô combien important et d'actualité. Ce que je propose de faire, c'est commencer par un rapide tour de table. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Guylain Debreuil, associé Innovation et Digital au sein du cabinet de conseil Elancy. C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'industrie financière et on accompagne nos clients, donc les institutions financières, dans leurs projets de transformation et notamment sur les projets de transformation IT et aussi sur des projets de conception et de mise en œuvre de stratégies Green IT. Donc je vais laisser la parole maintenant à David. Oui, bonjour, David Bigot. Moi, je suis délégué général de Roham. Alors, Roham, que vous connaissez tous, j'imagine. Merci. Qui voulait dire à l'origine Réunion des organismes d'assurance mutuelle, qui est en fait l'association des PME de l'assurance. 78 membres, dont je suis sûr des assureurs que vous connaissez bien, comme ma fameuse mutuelle des marins-pêcheurs ou la mutuelle des bureaux de tabac, que vous ne connaissez pas forcément, mais on a des mutuelles et d'autres PME qui sont un peu plus connues, comme MACSF ou SMA BTP. Ouais, bonjour à tous, moi Patrick Pensier, donc je suis responsable Data Digital Innovation chez LBPAM, donc la Banque Postale Asset Management. Donc ça c'est le nouveau nom de l'IT, donc en fait je suis DSI quoi. Donc c'est moins glamour, non, mais DSI, donc DSI avec une consonance digitale, donc ça reste, on va dire, le gros de mon équipe travaille sur de l'infra, sur du développement interne, d'applications pour les gérants, les middle office, etc. Et on a monté il y a 2 ans un Digital Lab pour nous occuper principalement de notre usine ISR, donc pour la production des notes, donc des notes pour les émetteurs qu'on a en portefeuille, et aussi pour animer et pour collaborer, on va dire dans une communauté fintech. Et on organise des tables rondes, des afterwork, des trophées. Et notre trophée a lieu d'ailleurs en novembre. Et d'ailleurs, Fruger a été un des lauréats du trophée de l'année dernière. Donc, je lui laisse la parole. Belle transition, merci Patrick. Donc, moi, je suis Frédéric Marchand, je suis cofondateur de Fruger. Donc, notre raison d'être, nous, c'est le numérique responsable. C'est un domaine de passion parce que j'en ai même écrit un livre, à mes heures perdues, 40 mots pour un numérique responsable, voilà, pour sensibiliser le maximum de personnes. Et puis, on a une particularité, nous on est inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Et je suis assez impliqué dans un mouvement notamment qui s'appelle le mouvement Impact France. Voilà, alors, beaucoup de réflexions sur les modèles à impact. Donc être impliqué dans la finance durable dans un mouvement Impact France, c'est peu commun, mais j'aime bien relier les deux, ça m'amuse même quelque part. Je pense que c'est 2 mondes qui doivent se rejoindre. Voilà, et puis donc Fruger a été édité par une entreprise qui s'appelle Digital for Better, que certains connaissent peut-être, mais qui est encore récente, qui s'est créée il y a 3 ans, qui a une cinquantaine d'experts sur le domaine. Okay, merci à tous. Donc je vous propose de commencer. Et pour commencer, j'aimerais citer la WWF qui dit que le digital pollue, mais son essor constitue une formidable opportunité pour accélérer la transition écologique. Cette phrase, elle est hyper intéressante parce qu'elle résume parfaitement la thématique de ce jour. Le digital pollue, notamment via ses usages, via les data centers, via les outils qu'on utilise, les logiciels et les hardware. Et ça pollue avec l'émission de gaz à effet de serre, la consommation de ressources rares et polluantes, la détérioration de la biodiversité. Et donc, face à ce constat, il est nécessaire pour les entreprises de mettre en place des stratégies Green IT. Et les banques et les établissements financiers l'ont bien compris et ont initié dès la fin des années 2000 des politiques Green IT avec le lancement d'initiatives, mais qui restent encore à ce jour très parcellaires et très embryonnaires. Le digital pollue, mais comme le dit la WWF, c'est aussi une formidable opportunité. Le digital permet de mettre en place des outils qui permettent notamment de mesurer des indicateurs Green IT pour mesurer dans le temps et piloter les stratégies Green IT. Mais ça permet aussi de mettre en place des outils pour favoriser l'inclusivité et tous les aspects sociétaux, notamment financiers, avec par exemple des coachs financiers ou l'accès au numérique, l'accès à l'information, ce genre de choses.
Donc, c'est ce que nous allons tenter d'éclairer aujourd'hui avec nos participants. Et après le bilan, il est nécessaire maintenant de passer à l'action. Et donc maintenant, je vais laisser la parole aux participants pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je vais vous poser une première question. D'abord, quelle est votre définition du numérique responsable? Et quels sont, selon vous, les enjeux et les freins à l'adoption de stratégies numériques responsables au sein des établissements financiers? Frédéric. Ouais. Ouais. Donc, je dirais, nous, il y a trois aspects sur l'aspect Green IT. Donc déjà, effectivement, le premier, c'est comment nous on se positionne vis-à-vis de ça. Donc, comme tu disais, notre empreinte IT directe. Donc ça, c'est facile. On avait un lauréat l'année dernière qui est Fruger. Cette année, en fait, on a changé de nom, ça n'a pas été une révolution, mais on est passé de la Banque Postale Asset Management à LBPAM. Ça change le logo, ça change pas mal de choses, donc on a refait notre site web. Et lorsqu'on a refait notre site web, donc, on a modernisé, on a cherché à changer de technologie, d'avoir quelque chose de beaucoup plus, on va dire, performant. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, on va contacter Fruger, on va analyser notre ancien site qui est toujours live, le nouveau, et pour ça, on pourra écrire qu'on a réduit, on a fait des efforts, tout ça. Il se trouve que on a bien fait le travail avec Fruger, sauf que le nouveau site consommait plus que l'ancien, donc on n'a pas pu faire ce qui était vraiment prévu. Par contre, on a travaillé avec Fruger sur un plan d'action pour justement identifier pourquoi notre site était plus consommateur que l'ancien et travailler justement sur l'amélioration continue de ce site. Alors il est vrai que on va dire l'augmentation de l'empreinte digitale, ça tout le monde y participe parce que il y a 10 ans ou 15 ans, il y a moins de vidéos, il y a moins de il y avait moins de contenu et c'est vrai que l'augmentation de ces contenus fait que forcément tout augmente en même temps. Donc ça, c'est la première chose, c'est que comment nous on se mesure, comment on s'évalue d'un point de vue digital. Le deuxième, c'est comment on évalue aussi nos investissements. Donc là, on a travaillé beaucoup avec nos équipes ISR pour qualifier nos investissements. Donc là, les investissements, c'est sur des sociétés. Et donc l'idée, c'est de scorer les sociétés. Donc là, c'est ce qu'on fait avec aussi du numérique, du digital, etc. Parce qu'on a un outil qui nous permet de faire ça, qui récupère pas mal de données pour les scorer. Et du coup, nous, nos investissements, on s'interdit d'aller sur certaines boîtes qui ne sont pas, qui n'ont pas un niveau de scoring assez élevé par rapport à notre politique. Et le dernier élément, c'est justement ce moteur de scoring qu'on a créé pour nous, de voir comment on peut en faire profiter d'autres clients, d'autres sociétés et essayer de le positionner sur une plateforme qui soit accessible pour que d'autres puissent scorer finalement leurs investissements aussi avec cette méthode. Et pareil, essayer d'optimiser, déjà de comprendre la notation, donc de voir pourquoi leurs investissements apparaissent peut-être trop consommateurs, pas assez RSE, etc. Et essayer justement d'optimiser leur portefeuille. Okay. Donc vous incluez les stratégies numériques responsables dans l'évaluation de vos portefeuilles et dans votre stratégie d'investissement ISR? Oui, exactement. Donc c'est-à-dire que chez LBPAM, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Enfin, c'est un de nos piliers. Donc on a une vraie méthode quantitative, c'est-à-dire que tout le monde a des modèles ISR chez tous les asset managers, chez tous les concurrents. Après, c'est plus ou moins bien fait, quoi. C'est vrai qu'il y en a, ils vont se contenter d'une note, ou on va dire d'un travail d'analyse pour finalement qualitativement donner une appréciation à leurs investissements. Nous, c'est quantitatif. Donc, on récupère l'usine dont je parlais, l'usine ISR, c'est 20 sources de données, parmi lesquelles Vigeo, MSCI, Etifinance, CDC, Biodiversité. Donc, pour couvrir, on va dire, tous les aspects de l'ESG, donc à la fois de l'environnement, de la gouvernance, du social, de la biodiversité, etc.
Et on va piocher dans ces sources-là entre 60 et 100 indicateurs qui représentent, on va dire, tous les piliers. Donc chaque pilier, alors nous on a 4 piliers, on a le E, le S, le G, mais on a aussi le T pour territoire, hein, l'appartenance au groupe La Poste. Et on répartit cette centaine d'indicateurs sur ces 4 piliers. Et ensuite, on rate, donc on a un algorithme, un espèce de pricer qui prend en compte cette centaine d'indicateurs et qui donne un scoring par pilier et directement sur la compagnie. Et après, le fonds hérite finalement de la note, on va dire, moyennée par les différents investissements au niveau du portefeuille. Donc on remonte tout ça au niveau du portefeuille. Donc ça, c'est notre modèle qu'on a en interne, qui est complètement quantitatif, avec des listes d'exclusion sur certains domaines, avec des surcharges s'il y a un biais, par exemple, qui est détecté, parce qu'on stress teste notre méthodo sur tous les portefeuilles de la maison et en historique aussi, donc pour bien vérifier qu'il n'y a pas de... Voilà, que, on va dire, notre algo tient la route. Donc c'est un travail assez important. Ouais. Et j'aimerais m'adresser à David. Quelle est ta définition à toi du numérique responsable? Quels sont pour toi les enjeux, les freins à l'adoption, stratégie au sein des membres de la ROAM notamment? Oui, d'autant qu'à ROAM, il y a quelques assureurs vie, mais beaucoup d'assureurs IARD et assurance de personnes. Alors, peut-être en préambule, dire que je préfère le mot numérique responsable que Green IT. Je trouve que le mot Green IT est très green, mais il n'y a pas que le vert. Il manque le S dans la partie RSE et qui me chaîne un peu, donc j'aime mieux le numérique responsable. Et peut-être pour vous donner une définition simple, m'excuserez, mais j'ai envie de dire que faire du numérique responsable, c'est faire du numérique moins destructeur de l'environnement ou plus protecteur de l'environnement, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte qu'il contribue au développement de l'homme, avec un grand H évidemment, des individus. Cette deuxième dimension m'apparaît essentielle et moins représentée dans le terme Green IT. Et c'est une équation qui est toujours difficile parce que, évidemment, pardon d'être caricatural, mais il suffirait de dire qu'on éteint tous les ordinateurs et on va moins consommer. Bon, ça a quelques conséquences. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on allie les deux, et c'est un exercice qui n'est pas simple dans toutes les dimensions d'ailleurs de la RSE et pas seulement la partie IT. Alors évidemment, les enjeux, moi, pour vous partager un peu ce qui ressort des membres, je vais peut-être vous décevoir, mais les enjeux du numérique responsable aujourd'hui ne sont pas les enjeux prioritaires chez nos adhérents. Non pas, ça ne veut pas dire qu'ils l'excluent, hein, mais dans l'ordre des choses, ils ont travaillé sur une stratégie RSE et la partie numérique responsable n'est pas en première position. Parce que dans leur bilan carbone, qu'ils ont tenté de faire, hein, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, plutôt en avance de phase, ils se sont attaqués à des grandes poches de consommation. La voiture, par exemple, hein, évidemment, on a des structures qui ont beaucoup de commerciaux et il y a un vrai sujet sur le parc automobile, par exemple. Néanmoins, on n'exclut aucun axe et tous ont engagé des actions très concrètes et le vrai enjeu, c'est de faire en sorte d'abord que, évidemment, tous nos adhérents mettent en place des actions concrètes. Mais au-delà de ça, c'est de transmettre l'engagement auprès de leurs salariés. Parce qu'en réalité, on sait tous que c'est un exercice qui n'est pas tiré par un individu, mais qui est l'engagement de tous. Et le vrai sujet, c'est l'engagement de chacun pour je dirais pas des petits gestes, mais en tout cas des gestes au quotidien. Il y a des gestes de direction, hein, on y viendra sûrement tout à l'heure avec des exemples sur des achats de matériel, ça peut venir d'en haut. Mais il y a des gestes de quotidien que chacun doit pratiquer. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et bien évidemment, pour répondre à ta question sur les risques, les risques, c'est des risques classiques sur la RSE, hein, je crois. C'est des risques liés à la durée de mise en place et donc à une atteinte de l'objectif qui soit lointaine. Enfin, on y reviendra sur des exemples. Un peu concret tout à l'heure. Mais du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a dans le numérique responsable, donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect
comment je réduis mon empreinte environnementale de l'IT, et l'aspect aussi sociétal, ou comment j'éduque mes salariés, pour avoir un impact plus positif sur l'environnement et sur tout un tas de sujets autour de l'inclusivité, ce genre de choses. Oui, Et exactement. qu'il est nécessaire de mettre en place en fait après une gouvernance qui va piloter tout ça de manière assez fine, avec des indicateurs, des comités, ce genre de choses. Absolument, c'est exactement ça. Et c'est vrai que certaines d'entre elles, comme vous l'imaginez, sont devenues entreprises à mission, ce qui leur a permis d'inscrire dans leur stratégie d'entreprise les engagements et de piloter les indicateurs au niveau de la gouvernance générale de l'entreprise. Et ça, c'est un engagement très très fort, et j'allais dire c'est un engagement de toute l'entreprise. Ouais. Et du coup, ça m'amène à toi. Donc, vous êtes une solution qui permet d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique, notamment sur les aspects numériques responsables. Et donc, quelle est, toi, ta vision du numérique responsable ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont les tendances que tu peux observer chez tes clients ? Et quelles solutions vous mettez en place pour accompagner vos clients sur l'ensemble de ces aspects ? Alors pour abonder dans ce qu'a dit David et Patrick, je vais reprendre plusieurs éléments. Alors déjà, Patrick avait dit un truc très intéressant, c'est qu'en fait, finalement, ce qui se passe actuellement chez tous les acteurs, c'est qu'il y a une obésité numérique. Et ce qui n'est pas étonnant, finalement, plus de data, plus de device, plus d'utilisation. En fait, le numérique est le seul secteur qui réduit le plus son empreinte chaque année. Et il va multiplier par 3 son empreinte d'ici 2030, alors qu'on est tous en train d'essayer de réduire les empreintes. Donc, il y a même une étude récente qui est sortie d'un chercheur qui amène que, en fait, d'ici 2040, le numérique pourrait peser 51% de la consommation électrique mondiale. Donc, c'est aujourd'hui devenu un poids lourd. Et il faut savoir que, et on n'en prend pas forcément conscience. Et ce qui fait que beaucoup d'acteurs encore, comme par exemple certains petits acteurs dans la finance, n'ont pas encore pris conscience de cela et ont besoin de le faire. Mais pour autant, il faut savoir que par exemple dans le monde de la finance, le numérique c'est un tiers de l'empreinte. Quand vous faites vraiment votre bilan carbone précis en incluant scope 1, scope 2, scope 3, ce qui est normal en fait finalement un acteur de la finance, c'est gérer de la data. Il ne fait pas de la transformation de biens, c'est pas un industriel. Et donc vous avez vos bâtiments, la mobilité, vous avez le numérique. Finalement, c'est vos trois grosses poches. Donc en fait, si vous vous intéressez pas à la partie qui pèse un tiers de votre empreinte et qui est quelque part le numérique, votre premier point d'interaction avec toutes vos parties prenantes, c'est ça aussi qui est assez important. Et pour rebondir un peu à ce qu'a fait Patrick quand ils auront fait finalement l'identité de marque de l'EPPRM, c'est voilà, vous n'êtes pas cohérent. En fait. Si vous dites, mais moi j'ai une stratégie RSE, mais elle ne se voit pas dans mon premier point d'interaction avec toutes les parties prenantes, il y a un problème de cohérence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans l'aspect empreinte environnementale, tout ça, il y a besoin de sensibiliser, il y a besoin d'agir, et les acteurs de la finance ont un rôle clé à jouer sur ce point-là. Et après, clairement, n'oublions pas l'aspect social. Alors moi, c'est un sujet de cœur, hein, l'empreinte sociale. Et malheureusement, j'ai envie de dire, 95% de nos clients ne prennent pas Frugger pour l'empreinte sociale, mais pour l'empreinte environnementale. C'est une réalité économique, parce que je pense que toutes les grandes entreprises ont pris les objectifs de décarbonation. Après, ça redescend, et puis il faut passer à l'action, et clairement. Pourtant, l'empreinte sociale, elle est clé. Alors, elle est clé déjà parce que, je vais vous donner un chiffre. Il faut savoir que vous avez un tiers de public fragile face au numérique. Un tiers. Ça vous paraît dingue, hein, mais c'est la réalité. Vous avez en fait 17% des personnes qui sont en illectronisme, à qui il manque une compétence clé en numérique. Ce n'est pas forcément ce qu'on croit, hein. Ce n'est pas nos parents, les retraités, etc. Des jeunes éloignés de l'emploi, par exemple, qui savent parfaitement chatter sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas utiliser un service en ligne. Vous avez en France 4% de daltoniens. C'est tout bête, mais pas distinguer les couleurs. Dans beaucoup de procès, vous avez saisissez les champs en rouge obligatoire. Ce n'est pas possible pour un daltonien. Vous avez aussi les dyslexiques. C'est presque 5% de la population en France. Énorme forme de dyslexie pose un problème dans le numérique. Donc, puis évidemment, vous avez les handicaps qu'on connaît comme les déficients visuels, 1,5 million de malvoyants en France. Voilà. Quand vous sommez tous ces ensembles, vous arrivez quasiment à un tiers de la population qui est fragile, qui a une fragilité plus ou moins significative face au numérique. Donc c'est déjà un acte social de dire rendre le numérique vraiment inclusif, mais également c'est un acte aussi économique, j'ai presque envie de dire, parce que vous ne privez pas un tiers de vos prospects, quoi. Parce qu'on ne va pas se mentir, mais un parcours numérique qui n'a pas été pensé inclusif, c'est des points de rupture potentiellement. Donc il y a un vrai ROI aussi à faire du numérique responsable.
Pour donner peut-être un élément de contexte aussi d'ailleurs, il y a quand même normalement une loi en France qui existe depuis longtemps. Hein. Il y a le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A, qui est une obligation depuis plus de 10 ans, sur lequel les entreprises sont censées rendre leur dispositif numérique accessible. La loi n'est pas respectée, comme beaucoup de lois, elle n'est pas appliquée. Bon, ça va changer, parce qu'il y a une loi européenne qui a été votée. Encore une fois, l'Europe va plus vite, va plus loin en tout cas, elle est plus loin que les CSRD, que la DPF française, elle va plus loin sur l'accessibilité numérique. Cette loi, en fait, elle est très claire, c'est si vous n'êtes pas conforme, c'est 20 000 € d'amende par application par an. Donc ça va juste faire mal, et sachant que ça concerne tous les applicatifs numériques, ce n'est pas juste votre principal site web. Donc je prends un exemple, un gros acteur de la finance, il a à peu près 1000 applications. Hein. Donc ça va être, là, ça peut faire mal. Donc ça va aller dans le bon sens. Donc on va pouvoir accélérer sur cet aspect-là, enfin, j'ai envie de dire, et qu'on prenne conscience que de rendre le numérique plus inclusif et pas que faire la décarbonation, qui est aussi un acte essentiel. Après, nous, comment on voit notre vision? Nous, ce qu'on veut, c'est donner les moyens à nos clients d'améliorer leur empreinte. Donc c'est leur permettre de mesurer régulièrement, de mesurer de la manière la plus précise possible et leur donner les moyens d'améliorer. Je vais prendre quelques exemples. Pour moi, le bilan carbone, c'est la conformité. Mais ce n'est pas de l'action. Le bilan carbone, c'est je me retourne, je fais une photo à l'instant T, je le fais une fois par an. Il est scope 1, scope 2, partiellement scope 3 la plupart du temps. Donc scope 3, c'est vos émissions indirectes. Mais ça ne permet pas réellement de passer à l'action. Si vous voulez passer à l'action, vous avez besoin d'aller plus loin et faire ce qu'on appelle des ACV, des analyses de cycle de vie environnemental. Donc ça va être multicritères, multi-étapes. Hein. On ne prend pas que la phase d'usage, on prend en compte aussi les phases de fabrication et de recyclage. Et donc, on ne va pas regarder que les gaz à effet de serre, on va regarder tout ce qui est indicateur de symbiotique, d'eau, etc. Et donc, nous, ce qu'on fait dans Frugger, c'est faire justement de l'ACV de services numériques et pas que du bilan d'empreinte globale, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. Et aujourd'hui, dans les entreprises les plus matures, généralement, en fait, dans le stade de maturité qu'on observe, c'est que vous commencez par votre bilan carbone global. Vous vous rendez compte que le bilan carbone n'est pas très précis sur les éléments, donc vous allez faire un bilan GeoSIT. Vous vous rendez compte, ça pèse quand même beaucoup dans mon poids global. J'ai besoin d'aller plus loin. Et comment je vais plus loin? Et là, vous allez commencer à faire des ACV de services numériques et vous intéresser à des solutions de mesure. Donc, et là, on a besoin que tout le marché accélère. Et je pense que la finance, d'ailleurs, a un rôle clé à jouer là-dessus, à la fois dans ses actes propres, mais à la fois dans ses investissements, parce que c'est un peu son scope 3, c'est une ligne d'investissement, comme disait Patrick, et d'inciter tout le monde à faire pareil. Et c'est là que tout le marché va bien se lancer, en fait. Investissement et financement aussi. Exactement, mais dans tous les financements, on devrait avoir de l'éco-conditionnalité. Dans toutes les aides publiques, on devrait avoir de l'éco-conditionnalité. Ça, c'est quelque chose qu'on défend fortement. Moi, je ne comprends pas qu'on continue à donner de l'argent public sans éco-conditionnalité. Mais donc, du coup, vous mesurez sur un ensemble de critères. Est-ce que vous accompagnez aussi vos clients dans la recommandation de bonnes pratiques et en fonction des poches de consommation qui sont assez fortes, avec comment faire pour réduire l'empreinte environnementale des data centers, comment améliorer la note green d'un site vitrine, ce genre de choses. Est-ce que vous faites ça aussi Oui. Alors, on a investi énormément en R&D. Nous, pour une petite start-up, on est 20 personnes en R&D. On a un chercheur. Donc, on a eu la chance d'avoir le financement de la BPI, puis d'être labellisé Green Tech Innovation par le ministère. Ça nous a aussi aidé à contribuer. Et en fait, au-delà de faire la mesure la plus précise possible, alors, pour donner un exemple, la meilleure assurance, c'est qu'on est utilisé par l'ADEME pour améliorer sa propre empreinte numérique. Elle utilise Frugger. En fait, on a fait un moteur de recommandation qui va identifier très précisément où sont les problèmes et capable de descendre assez loin au niveau du composant technique. Et donc, nous, l'idée, c'est de donner les moyens à nos clients d'identifier, là, tiens, tel composant, il pose problème. Il est beaucoup trop lourd, il faut le revoir dans la façon d'usage parce qu'en éco-concevant ton approche, tu vas pouvoir énormément gagner en termes d'empreinte environnementale. Ou alors, il pose un problème d'accessibilité, etc. Donc ça, on a un moteur de recommandation qui va délivrer comme ça des milliers de recommandations qui sont priorisées par complexité de mise en œuvre, parce que tout n'est pas simple à mettre en œuvre, et puis impact, tout n'est pas... voilà. Et donc, ça permet à nos clients de prioriser dans leur backlog et d'aller se mettre en mode d'amélioration continue sur leur dispositif. Et ça, c'est essentiel. Ce qui est essentiel pour moi, pour moi, l'impact, c'est une question d'amélioration continue. Hein. L'impact, c'est pas quelque chose que je traite à l'instant T. Tiens, j'ai lancé un sujet, ça y est, maintenant j'ai traité l'impact, je passe à autre chose. C'est... dans le numérique, comme vous gérez de la dette technique, vous gérez aussi de la dette environnementale, la dette sociale. Et c'est normal, en fait. Tout
activité, elle a des externalités négatives. Il y a pas, voilà, c'est pas que vous faites mal les choses. C'est juste d'en prendre conscience et se mettre en mode d'amélioration continue. Et nous, c'est ce qu'on veut offrir avec la plateforme et avec une expertise qui va aussi autour. Et ça, c'est les sujets que nous, dans nos projets de digitalisation chez nos clients, qu'on voit de plus en plus apparaître, où il y a un vrai souci de développer des applications et des outils digitaux avec cette notion d'éco-conception, d'accessibilité. Et c'est des critères qu'on mesure avant la mise en place du projet, après la mise en place, et qu'on suit et qu'on pilote dans le temps, et notamment via la mise en place de gouvernance et de comités numériques responsables, RSE et ce genre de choses. Et on peut le faire avant, après et aussi pendant. Et pendant, oui, non, c'est ça, mais c'est dans le temps. Et c'est du projet, c'est ce qu'a fait, c'est ce qui a été fait avec Patrick, c'est ce qu'on a fait avec la CASDEN par exemple, il y a le BPCE, voilà, qu'on a refondu, c'est tout à fait possible en fait. Il y a des outils qui le permettent aujourd'hui. Après, il y a un frein, ça rebondit sur une question sur les freins. Malheureusement, il n'y a pas assez de compétences dans le domaine en France. Enfin, je veux dire, moi, quand je fais mon école d'ingénieur, on ne nous formait pas l'éco-conception. Et malheureusement, quand même, la plupart des écoles, on ne les forme toujours pas, quoi. Donc, il y a une latence, on va dire, de l'enseignement qui fait qu'il va falloir aussi qu'on accélère sur ce sujet-là de la formation, quoi. Mais nos clients l'ont pris en compte parce que maintenant, dans les politiques achats, et pour accompagner sur ces sujets de conception de plateformes digitales, la formation éco-conception, la formation accessibilité devient un critère pour le choix des prestataires sur ces sujets-là. Et donc du coup, on est obligé, nous, cabinet de conseil, de se mettre en adéquation avec ces nouveaux besoins. Et donc on est obligé de former nos collaborateurs. Et, ouais, je voulais réagir. D'abord, je buvais les paroles de Frédéric. Je buvais les paroles de Frédéric. Non, RG2A, ça me paraît essentiel. Moi, on a à Roham rappelé ce qu'était RG2A et incité. Quand on fait une analyse, en effet, des sites, hein, c'est consternant. Hein. Tu parlais des couleurs, des zones obligatoires. Enfin, c'est vraiment consternant. Donc, et pourtant, c'est obligatoire depuis plusieurs années. Et donc, il y a un vrai travail. Non, donc, merci de l'avoir rappelé. Je voulais réagir sur la partie digitalisation. Juste une remarque. À l'INSURDE, tiens, je vais faire de la pub pour l'INSURDE. L'année dernière, il y avait cette idée, le digital et l'inclusion. Et moi, j'avais comme propos de dire tout digitaliser, ça m'énerve. Pardon. Hein. Ça m'énerve parce que on veut, notamment dans l'assurance, il faut tout digitaliser, sinon vous êtes ringard. J'en suis pas convaincu, et notamment parce que on crée des exclusions. En effet. Et donc, on ne peut pas être des acteurs de l'inclusion et en même temps mener des actions du tout digital qui crée de l'exclusion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas digitaliser, à l'inverse. Mais en tout cas, là aussi, il faut trouver le juste équilibre entre une digitalisation éco-responsable et, j'allais dire, le plus intuitive, le plus accessible, et penser à l'inclusion. Et je pense que c'est possible, mais le tout digital m'agace. Je vais m'adresser à toi. Tu nous as parlé un peu des initiatives que vous avez mis en place au sein de LBPAM. Et je voudrais savoir comment le numérique responsable est inclus dans la stratégie RSE et de plus largement au niveau de du groupe La Poste. Quelles sont les grandes initiatives que vous avez pu mettre en place autour de ces sujets, numérique responsable, les aspects sociétaux, ce genre de choses? Déjà, alors à notre niveau, nous on a été relativement précoce dans la partie justement scoring des investissements, parce que ça c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. Nous on a commencé il y a 4-5 ans, donc c'est vrai que maintenant nous on est très mature là-dessus. Et c'est vrai que alors on va dire nos clients internes, donc comme la CNP, donc on a aussi la banque d'investissement de la banque postale, etc. Voilà, on va dire sont clients de notre méthode Great. Donc ça déjà c'est déjà voilà une reconnaissance par rapport à ce travail qui a été fait, parce que du coup la méthode on va dire elle est partagée dans le groupe comme un asset assez important, et ça montre que finalement c'est un travail de recherche, parce que c'est pareil que on va dire toi tu es un pricer environnement social, etc. sur le numérique. Nous on a un pricer des investissements. Ce pricer là effectivement il n'est pas statique, hein. C'est-à-dire qu'à un moment on va donner une note on va dire à une compagnie.
on va dire, dans 6 mois, c'est plus la même note parce que on va dire les indicateurs ISR qu'on utilise évoluent, il y en a plus, il y a plus de thématiques à traiter. Avant, on n'était que ESG, là maintenant, on prend effectivement tout ce qui est green, biodiversité, etc. en compte. Donc les notes évoluent, donc c'est vrai que c'est un perpétuel mouvement. Il faut tout le temps être dans l'amélioration continue. Donc ça, c'est exactement comme le numérique. Pour nos investissements, c'est la même chose. Les scores des fonds évoluent, donc il faut améliorer constamment. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous à notre niveau. Alors au niveau du groupe, alors nous on appartient, on est filiale de la Banque Postale. Donc la Banque Postale, elle a d'autres, elle a d'autres typologies de clients, une activité un petit peu différente sur le financement de projets, etc., de particuliers, pas mal de secteurs. Donc je disais, ils utilisent la note GREAT pour le scoring des boîtes cotées, donc ça c'est un sujet. Après, ce qu'ils essayent aussi de lancer, c'est le scoring des boîtes non cotées, parce que ça c'est plus compliqué, parce que effectivement, entre guillemets, nous on a fait le plus simple, ce qui est déjà pas facile, c'est-à-dire scorer les boîtes cotées avec des indicateurs, etc., trouver un modèle. Pour les boîtes non cotées, on ne trouve pas les informations comme ça. Là, Vigeo, MSCI, ils connaissent pas. On va dire la société qui nous pose des compteurs Linky, par exemple. Donc ça, c'est pas dans son radar. Donc là, il faut travailler sur d'autres types de données. Alors là, c'est vrai que c'est trouver les informations. Donc trouver les informations. Alors souvent, c'est des informations un peu publiques qui sont dans des sites web justement, etc. Donc il faut aller chercher. Et après trouver, interpréter ce qu'on va récupérer comme information. Après, il y a aussi les formulaires. C'est qu'on va pas mal de startups aussi mettre en place des outils pour que les petites boîtes puissent reporter facilement, entre guillemets, des indicateurs pour que les investisseurs facilement puissent évaluer un dossier, etc. Donc ça, la Banque Postale travaille beaucoup sur ces sujets-là. Le sujet plutôt non coté, comment, on va dire, eux, ils ont une méthodologie, c'est un indicateur d'impact. Et effectivement, tous les investissements qu'on fait aujourd'hui, dès qu'on fait un crédit, etc., il y a cet indicateur d'impact qui est mis en œuvre. Et effectivement, on va demander, quand on va prêter de l'argent à une structure, si elle n'a pas le niveau on va dire, d'impact, ou elle n'a pas une transition qui est amorcée, etc., elle n'a pas fait les choses comme il faut, on va lui donner aussi un plan d'action qu'elle met en œuvre avant de pouvoir toucher les fonds pour par exemple changer, c'est arrivé, le changement d'une flotte de véhicules pour des boîtes qui en ont pas mal, du coup de passer sur des véhicules plus petits, électriques, etc. Ça diminue l'empreinte et effectivement ça va rentrer dans notre score, un peu comme notre score investissement, dans le score impact. Donc au niveau du groupe, il y a ces initiatives-là qui sont partagées après par la CNP, par toutes les filiales de la Banque Postale. Après au niveau de la poche, j'imagine qu'ils ont d'autres thématiques, mais moi je peux parler que de mon scope. Okay. Et côté Roam, comment le numérique responsable est intégré aux stratégies RSE de vos membres? Est-ce qu'il y a tu peux un peu nous parler d'initiatives concrètes et des résultats que ça peut apporter? Oui, c'est un axe qui a dans les stratégies RSE qui n'a pas été oublié, fort heureusement. Je suis d'accord pour dire que l'analyse du scope 3 reste à améliorer parce que chez les assureurs hors financiers, j'entends, le scope 3 n'est pas quelque chose de très simple, notamment dans l'indirect, il y a les clients. Et donc là, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, c'est un axe qui est travaillé. Alors, il y a des exemples concrets. Je pense que c'est ça que tu voudrais que j'évoque. Donc ça n'est pas oublié. Et nous, on a des adhérents qui sont de petite taille et donc ils sont sur des actions très concrètes, très opérationnelles et qui touchent à la fois sur la partie numérique, évidemment,
j'allais dire, le classique, c'est-à-dire la partie hard, la partie matérielle, et puis une partie plus soft, et puis une dimension sociale. Ce que tu disais tout à l'heure, et ce sur quoi moi je suis très attentif aussi, c'est cette dimension sociale, notamment au travers dans la politique achat et de l'appel aux sous-traitants. Donc, peut-être des exemples. Bon, matériel, je vais dire classique. Ce qui est mis en place, je pense à une structure, je ne sais pas si vous connaissez Reliance, qui est une mutuelle d'assurance de Lyon. Alors, vous la connaissez peut-être pas, mais vous donner un indicateur qui va vous la faire connaître. Reliance assure 2 naissances sur 3 en France. Ça parle, puisque c'est des assureurs des professionnels de santé. 2 naissances sur 3 en France, donc c'est quand même majeur. C'est une belle mutuelle. Reliance a mis en place, c'est une entreprise à mission, une des premières en matière d'assurance, et a mis en place une vraie stratégie. Donc, renouvellement du matériel. Vous savez que classiquement, dans les entreprises, le matériel a été renouvelé de manière assez automatique, au demeurant tous les 4 ans ou 5 ans. Bon, là, ils allongent les durées de vie. Donc ça, c'est très concret. Ils ont également lancé une politique d'achat de matériel avec des indices de réparabilité supérieurs à 7. Donc, faire en sorte que le matériel soit réparable. Donc ça aussi, ce sont des actions extrêmement concrètes. Après, il y a des actions qui paraissent plus secondaires, mais inciter les salariés, alors d'où l'engagement de chacun, à ne pas laisser les ordinateurs forcément ouverts tous les soirs, des week-ends, des choses assez basiques, mais au fond, on est tous passés peut-être devant des bureaux où on voyait des tas d'écrans ouverts les week-ends, et donc c'est quand même un peu dommage. Donc ça, c'est sur la partie matérielle, j'allais dire c'est assez classique. L'important, c'est de le mettre en œuvre. Et là, voilà un exemple de Reliance, et beaucoup d'autres. MACSF le fait, beaucoup de mutuelles le pratiquent. C'est finalement juste un engagement, et c'est assez facile presque. C'est mettre en œuvre et piloter. Alors, et piloter, absolument. Et évidemment, sur la partie renouvellement et achat de matériel avec des indices de réparabilité, là, c'est facile parce que je dirais qu'un tableau Excel, on arrive à bien le piloter. Et c'est pardon de le dire simplement, mais ça c'est bien piloté. Honnêtement, c'est bien fait. Sur la partie soft, là il y a un vrai sujet parce que c'est encore assez récent. C'est cette éco-conception. Faire en sorte que les développements soient faits avec des fonctions informatiques moins consommatrices. Alors, AXA s'est engagé dans cette démarche. Reliance est en train de regarder, MACSF est en train de regarder. C'est un changement de culture, mais c'est assez intéressant. Mais là, il y a du chemin. Donc, je dirais qu'il n'y a rien de fait aujourd'hui, mais il y a une prise de conscience qu'il faut faire. Après, je voudrais citer une action qui m'a beaucoup amusé, mais je trouve que c'est vraiment un progrès. Ça ne va jamais assez vite, mais c'est un progrès. MACSF, par exemple, s'est posé la question sur son site internet, peut-être que tu le sais, sur son site internet, sur son extranet client, pardon, parce que l'extranet client peut être mis à jour en temps réel à la demande du client pour voir l'évolution de son contrat d'assurance vie. Et la question toute bête, c'est ça sert à quoi? Parce que votre contrat d'assurance vie, honnêtement, entre le matin et le soir, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, et c'est assez consommateur. Et donc la question, et puis accessoirement, c'est consommateur et coûteux. Et donc la question, c'est au fond, est-ce qu'il ne faut pas, ça va paraître bizarre de le dire comme tel, mais régresser, c'est-à-dire que ce soit mis à jour par des batchs de nuit, une fois donc par jour, la nuit, pour donner de l'information qui est nécessaire et suffisante. À J-1. À J-1, alors évidemment ce serait à la banque, ça ne marcherait pas. Mais honnêtement, sur un contrat d'assurance vie, ça ne change pas grand-chose. C'est intéressant comme démarche parce que moi, je n'y avais pas pensé, j'ai trouvé que c'était malin. Et on voit que l'étendue est importante parce qu'il y a de vraies économies à faire sur ce sujet. Juste peut-être un mot, ce n'est pas un exemple, mais peut-être qu'on l'évoquera. Paradoxalement, tous autour de la table, et évidemment dans nos entreprises, il y a les essais, les tentatives d'utilisation de ChatGPT et l'IA. Et c'est drôle parce qu'au moment où on fait tout un travail sur l'éco-conception, le numérique responsable, on utilise massivement l'IA et on était dans cette salle il y a quelques jours, n'est-ce pas Nicolas, et on travaillait sur l'IA et la consommation de l'IA. Enfin, je veux dire, on a un vrai sujet immédiat, c'est d'arrêter de faire du ChatGPT à tour de bras pour des conneries, pardon d'être un peu brutal, mais pour travailler sur des vrais cas d'usage en mesurant l'impact tout de suite.
Mais effectivement, ce que tu disais sur la mise à jour en temps réel, c'est un peu la tendance de fond qu'on voit sur nos applications bancaires, sur le suivi de nos portefeuilles. La mesure qui a été mise en place, ça va un peu à contre-courant de ça. Mais du coup, derrière, parce qu'on souhaite avoir une mise à jour, pas en quasi temps réel à 15 minutes de ces portefeuilles, ça tu dois connaître. Ouais, c'est ça. Mais derrière, ça veut dire des appels API via les hubs ou les bases de données pour rafraîchir les données en permanence à chaque appel. Et ça consomme énormément. Et effectivement, c'est pas très éco-responsable. Ça on fait. Bon, j'interviens aussi parce que c'est effectivement une problématique assez importante. Alors ça, effectivement, il y a eu une période où on regardait pas. Donc c'est vrai que on allait. Alors nous, c'est vrai que c'est les prix, donc les prix temps réel, donc pour valoriser le portefeuille en temps réel. Alors nous, on a une gestion, ce qu'on equity, c'est gestion action, donc on gère des portefeuilles d'actions et souvent ils peuvent être benchmarkés. Donc c'est-à-dire que le fonds qu'on gère, donc on va dire c'est un Action Europe, il va être benchmarké avec un indice européen, un stock, je sais pas, un stock 600, quelque chose comme ça. Et on va se comparer par rapport à un benchmark. Sauf que, comme il y a cette course un petit peu à la donnée, c'est vrai que le gérant, s'il préfère le stock 500 ou autre chose, on va lui autoriser. Donc, c'est encore de la donnée en plus. Et si tout le monde fait ça, on se retrouve avec un benchmark qui est, entre guillemets, contractuel et un benchmark de gestion, comme on appelle, parce que le gérant, il a envie de celui-là. Et il a envie d'avoir une mise à jour des indices tous les jours, alors qu'il ne s'en sert pas forcément et les indices ne bougent pas non plus énormément. Donc après, voilà, il y a plein de problématiques qui consomment de la donnée dans une banque, dans une société de gestion. Et donc, on avait quelqu'un du BCG dans un séminaire qui nous disait, de toute façon, depuis 35 ans, en fait, ce qui pénalise les entreprises, c'est l'augmentation de la complexité. Il y a une complexité globale qui monte. Par exemple, le produit d'entreprise devient plus complexe, ce qui induit en interne beaucoup plus de complexité et à la fin, sur l'IT, de la complexité, parce qu'il faut faire des outils de plus en plus complexes pour gérer toutes les complexités de l'entreprise. Et donc ça, nous, on en a conscience. Du coup, c'est vrai que c'est une prise de conscience depuis 1 ou 2 ans où on essaye, justement, on a lancé des sujets de simplification en interne. Alors, c'est même pas une simplification IT, en fait, c'est une simplification métier. C'est-à-dire que les fonds, plutôt que de faire des fonds sur mesure, on en parlait tout à l'heure, on va essayer de mutualiser, parce qu'un fonds sur mesure, c'est peut-être des data sur mesure, un gérant sur mesure, machin sur mesure. Et du coup, ça consomme beaucoup. Ça consomme, c'est un coût IT, ça induit beaucoup de coûts en fait. Et donc, on simplifie ça. Donc, pour les fonds, pour ceux qui connaissent, il y a des share classes. Donc, c'est la manière de rentrer dans un fonds. Donc, il y a des classes pour les retail, des classes pour les institutionnels, des classes pour X, Y. Nous, on faisait des share classes pour des fois individualisées, quoi. Donc là, ça induit des données, etc. Donc ça, on réduit ça. On réduit aussi ce que je disais, les benchmarks, on essaie de moins faire. On réduit les prix pour moins en avoir, les mises à jour des indices aussi. Et finalement, plutôt que de travailler sur parfois comment économiser d'un point de vue IT, c'est toute la chaîne en amont qui fait que ça économise à la fin. Et quand moi je crée un nouvel outil, là je dois créer un nouveau référentiel justement pour les fonds, je me suis dit, on va attendre qu'il y ait une simplification en amont de ce dispositif-là, de ces données-là, pour qu'à la fin, moi, j'hérite d'un projet beaucoup plus simple, avec moins de cas particuliers, qui coûte moins cher, qui consomme moins, etc. Donc, et ça, comme tu disais aussi, c'est une question d'entreprise, c'est pas une question IT, c'est que tout le monde aussi doit lutter contre la complexité croissante de on va dire du monde dans lequel on vit, quoi. Donc des produits, etc. Et ça effectivement, je trouve que c'est une approche aussi approche intéressante pour l'économie, enfin pour le numérique responsable. Et effectivement, et quand on regarde un peu les statistiques sur le numérique responsable, ce qui pollue le plus, on aurait tendance à dire que c'est les data centers, mais en fait c'est les usages et l'utilisation qu'on fait du digital et des outils numériques. Tu disais tout à l'heure, éteindre son écran, ça paraît normal, mais personne ne le fait. La consommation de données, on se dit,
en fait, on est dans une société de temps réel, donc on consomme en permanence des données. Et donc, ça, en plus des données, ça augmente avec ChatGPT ou d'autres solutions. Et donc, les usages, en fait, quand on fait des études Greenity ou numérique responsable, c'est le premier truc sur lequel il faut travailler et combattre pour limiter l'empreinte numérique des outils. Pardon, juste complément, parce que tu m'y fais penser. C'est étonnant, mais ça nous donne... Je crois que tu disais tout à l'heure, il me semble que c'est toi, Frédéric, on a l'impression aujourd'hui que ça n'a pas de coût. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous envoyez des mails, ça n'a pas de coût. Vous mettez des pièces jointes, ça n'a aucun coût, enfin apparent en tout cas. Et donc on en fait à tour de bras, tous, on est tous à gros usage. Et on en est au point, et je reviens à Reliance, qui met en place des challenges dans son entreprise pour supprimer des pièces jointes des mails. Enfin, supprimer des mails de stock, et puis pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de pièces jointes, mais des liens. Et pour vous dire, ils ont mis en place dans l'intéressement de l'entreprise un indicateur lié au nombre de mails avec pièces jointes envoyées. C'est assez marrant quand même, hein. C'est presque contraignant, ou en tout cas, on va le dire dans l'autre sens, en tout cas, c'est pour inciter les salariés au travers d'un résultat financier à moins consommer. Donc on en arrive à devoir aller jusqu'à cette contrainte peut-être pour réduire ces usages et donc ces consommations finalement. Ouais. Et ça tombe bien que tu parles ça, parce que ça va être justement ma prochaine question. Justement, mettre en place des initiatives numériques responsables, ça a un coût. Parce qu'il faut le piloter. On prend des outils comme Frugger pour suivre, piloter et apporter des améliorations. Mais c'est aussi un bénéfice. Et est-ce que vous êtes capable de nous éclairer sur les bénéfices, que ce soit financiers, ROI, mais aussi on peut penser aux bénéfices d'image, ce genre de choses. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je dirais après, peut-être que je laisserai Frédéric parler, parce qu'il y a sûrement des benchmarks par rapport à toutes les analyses qu'il est en train de réaliser. Non, notre côté, on est une société financière. Alors, on fait effectivement tout ce que tu disais, des challenges comme ça avec l'équipe RSE. Ça devient quand même quelque chose qu'on voit assez régulièrement, donc sur les mails principalement, parce que les mails, c'est une grande source de data. Non, alors c'est que nous, on est quand même drivé un petit peu coût, hein. Donc, bon, là, je vais rentrer un peu dans le dur, mais c'est vrai que, voilà, ce que je disais à l'instant, la complexité d'une entreprise, la réduire, c'est aussi parce que on voit qu'il y a de l'inflation, hein, de l'inflation partout. Et nos amis fournisseurs de données américains, ils ont de l'inflation aussi tous les ans. Donc c'est vrai que la partie données chez nous, pour vous donner une idée, c'est plusieurs millions d'euros, donc c'est presque une dizaine de millions d'euros, hein. Donc c'est quand même des coûts assez colossaux. Et de dire, voilà, on économise 10%, c'est pas rien, quoi. Sur un résultat comme on peut faire nous. Donc effectivement, nous, c'est pas mal drivé coût. C'est-à-dire qu'on va se dire, en contraignant la gestion, en essayant de mettre des actions en place un peu partout, d'une part, c'est vrai que c'est vertueux parce que ça nous fait, nous, des projets moins complexes, donc numérique responsable, etc. Donc des coûts projets beaucoup moins élevés et un coût global de la structure, donc en ETP, en fournisseur de données, etc. Enfin, ça attire tout. C'est un ensemble en fait, et donc effectivement, voilà, le prisme d'analyse, c'est quand même la gestion des coûts, mais finalement de gérer une société comme la nôtre, entre guillemets en bon père de famille, c'est-à-dire avec un peu de recul, avec un peu de bon sens, en se disant là on consomme trop, il faut resserrer parce qu'on n'a pas ce besoin-là, etc. Effectivement, ça tire finalement toute la chaîne, et à la fin, ça, on va dire, ça permet d'être, on va dire, moins consommateur concrètement on va dire, d'électricité, data center, etc. Après, nous, on a une politique aussi RSE sur tout ce qui est. Alors c'est vrai qu'on a, avec Frugger aussi, on a eu l'occasion on a fait un séminaire justement aux salariés de la Banque Postale il y a un mois.
à la rentrée, pour faire des prises de conscience. Donc c'est là effectivement qu'on a lancé ce challenge sur les mails, et aussi qu'on a montré finalement en termes de numérique, effectivement, où se trouve le coût. Et effectivement, c'est pas forcément dans les data centers, c'est plutôt dans les terminaux, donc les laptops, les smartphones, les écrans dans une moindre mesure, parce que c'est vrai qu'on a moins tendance à les changer. Et donc effectivement, cette prise de conscience, donc on s'est dit, on va essayer de moins consommer là-dessus, parce que c'est vraiment le gros impact, et d'allonger. On s'est dit, on va allonger la durée pendant laquelle on va avoir le même laptop ou le même smartphone. Alors effectivement, on essaie de prendre, d'avoir une politique achat RSE, donc de prendre de prendre un modèle et avec la durée de vie, les pièces réparables, etc., le plus long, parce que des fois il y a des laptops où tous les composants sont soudés sur la carte mère, et en fait on ne peut pas vraiment réparer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut changer quasiment tout le portable, quoi. Donc là, c'est aussi dans le choix des équipements, dans le choix des smartphones aussi, de prendre des smartphones, on va dire, qui ont la meilleure, entre guillemets, qualité, durée de vie, etc., pour pouvoir les tenir le plus longtemps possible. Et donc ça fait partie effectivement des choix d'entreprise qu'on fait, donc avec l'équipe RSE. Et là-dessus, il y a aussi une initiative qu'on voit chez certains de nos clients, c'est la politique de Bring Your Own Device, où au lieu que l'entreprise achète pour le compte de ses salariés du matériel, et que le salarié se retrouve avec son propre device et en plus celui de son entreprise, en fait utilise un financement de son entreprise pour acheter son matériel à titre particulier et privé. Après, ça pose des questions sur la déconnexion, ce genre de choses, où du coup, on a accès en permanence au téléphone ou à son laptop, et pendant ses vacances. Alors nous, c'est aussi, on y avait pensé, dans mon ancienne boîte, on avait fait ça. Alors, c'est bien, mais nous, on n'a pas choisi cette orientation, parce qu'après, à mon niveau, au niveau de l'IT, ça induit un parc très hétérogène, qui est complexe à maintenir, etc. Donc on a plutôt choisi, alors ça fait entre guillemets plus plaisir en plus aux collaborateurs. Donc pour toute la partie téléphonie, donc smartphone, on s'est positionné sur un smartphone, alors comme je le disais, de qualité pour qu'il dure assez longtemps, et on propose plutôt un pro perso, c'est-à-dire que on leur dit voilà, vous avez un smartphone, forcément. Souvent ils ont des enfants aussi, donc ils n'ont pas de mal à recycler leur iPhone ou leur téléphone Android. Et nous, on s'est positionné du coup plutôt sur, on va dire, intégrer la SIM dans le téléphone pro, parce que il a des capacités qui vont bien, et de séparer d'un point de vue sécurité. Donc c'est-à-dire que là, par contre, on va parler soft. Sur le smartphone, on est capable de séparer le monde pro du monde perso. Donc c'est-à-dire que le monde pro sera ségrégué aux Teams, à la messagerie, tout ça machin, avec des pièces jointes qu'on ne peut pas passer d'un environnement à l'autre. Et du coup, par contre, le collaborateur pourra installer toutes les applications qu'il veut sur son smartphone pro, mais sur l'univers perso. Donc du coup, il a un téléphone qui fait les deux, donc un seul téléphone, de qualité, etc. Donc nous, c'est quelque chose qui a pas mal marché. Ouais. Et de votre côté, est-ce que vous avez chez vos membres des notions de bénéfices, est-ce que vous en discutez avec eux? Oui, je vais pas. Je pense qu'on a la même analyse chez ceux qui ont fait ce travail. Il y a du bénéfice. C'est sûr, quand on regarde les portables, la plupart ont des portables 2 ans de plus, il y a des économies. Du matériel réparable, évidemment, il y a des économies réelles. La difficulté, c'est de le mesurer en euros, là. On sent qu'il y a des économies, mais le stade, ce serait malhonnête de dire qu'on arrive à le mesurer en euros, mais voilà, c'est pas encore le cas. Je voulais simplement compléter sur le bénéfice social, parce que tout à coup, on crée un engagement des collaborateurs, et puis probablement des adhérents pour nous, les mutuelles ou des clients, lorsque on mène ce travail, puisque les collaborateurs se sentent vraiment impliqués, ont un rôle réel. Pour le coup, chacun a un rôle.
et il l'identifie, et il y a une fierté à mener ces actions. Parce qu'il y a une vraie, c'est concret, c'est réel. On a tous été atterrés de voir qu'on jetait, vous vous souvenez, les poubelles d'ordinateurs qu'on voit, on se dit mais c'est quand même dingue, ça marche encore. Alors oui, il y a un truc qui marchait pas trop, mais enfin, on était un peu atterrés. Là, on participe directement à. Ça, c'est une vraie fierté. Et pour les clients, c'est un vrai atout. Parce que voilà, ce sont des entreprises, donc des assureurs qui s'engagent réellement dans l'action concrète. Et ça n'est pas facial. Donc j'ajouterais ça dans les bénéfices. C'est un vrai retour qu'on a de quasiment tous nos clients en fait. C'est pourtant pas la première chose qu'ils viennent chercher au départ, mais c'est qu'en fait ils se rendent compte que chez tous ceux où ils ont déployé une feuille de route numérique responsable, ils se rendent compte que c'est du concret. Le collaborateur, ils se sont impliqués, ils voient finalement que sa marque employeur, la stratégie RSE l'entreprise, elle est réellement mise en place. Et il est fier, lui, d'avoir agi, contribué à son petit niveau, mais il y a un sentiment de fierté. Et en fait, il y a quand même un ROI aussi pour l'entreprise parce que ça fidélise, ça aide aussi au recrutement. Enfin, on a quand même énormément aujourd'hui de personnes, notamment en France et ailleurs, qui sont en recherche de quête de sens en fait, de leur travail. Et voilà. Et ça va être un élément clé, je pense, qui va s'accélérer d'ailleurs. Ça va devenir, et d'ailleurs on l'observe en Amérique du Nord, où on commence nous à avoir quelques premiers prospects et clients. En fait, c'est un sujet qui les intéresse en fait, sur cet axe-là, en fait, sur lequel ils ont beaucoup de mal à recruter, notamment certains profils. Alors pour rebondir sur les aspects ROI, alors on a fait les calculs nous sur les différents clients pour moyenner. Alors je ne vais pas vous dire quel est le meilleur élève ou le moins bon élève, mais en moyenne sur l'empreinte environnementale, ça a amélioré de 21%. Nous on pense qu'on peut aller améliorer jusqu'à de 50%, parce qu'en fait il y a des leviers énormes du fait de cette obésité sur lequel on s'est jamais occupé. Alors 21% d'amélioration de l'empreinte environnementale, au-delà d'être vertueux d'avoir du CO2 évité, c'est aussi économique. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, ça va permettre d'allonger la durée de vie des équipements d'à peu près 18 mois. Et puis ça va permettre également de réduire sa facture cloud. Parce que quand vous faites de l'éco-conception de services numériques, vous avez besoin de moins de puissance machine. Et donc, quand vous payez à l'usage sur les clouds, que ce soit sur Azure, AWS, GCP, peu importe, en fait, vous diminuez fortement. Donc, en moyenne, vous allez pouvoir diminuer à peu près de 20%, pareil, votre facture cloud. Donc, il y a aussi un ROI économique qui vient de cette amélioration vertueuse de l'empreinte environnementale. Puis le coût carbone, il va exploser, en tout cas, j'espère. Et donc, ça va inciter encore plus les gens à agir. Sur l'aspect social, en fait, on réduit à peu près de 15%, en fait, on améliore de 15% en fait, l'empreinte sociale, qui est là aussi un lien économique en fait, indirect, c'est que finalement, un parcours qui est plus inclusif, qui a moins de points de rupture, c'est un parcours sur lequel un prospect va plus facilement aller jusqu'au bout et réellement souscrire. Un usager va être plus satisfait et rester. Voilà. Donc il y a également, on a eu même un client qui a eu 35% d'amélioration de son taux de transformation. Donc ça, c'est le cas extrême dans le monde du retail. Mais ça prouve qu'il peut avoir un lien direct à s'intéresser cet angle-là à son empreinte. Donc il y a un vrai ROI à faire du numérique responsable. Ce n'est pas juste vertueux, ce n'est pas un coût supplémentaire. Il faut lancer la machine, évidemment. Il faut décliner sa feuille de route, il faut la piloter, parce que si on ne mesure pas, on ne risque pas d'améliorer. Mais il y a un vrai ROI. Et je pense qu'on commence à arriver à un stade de maturité. C'est-à-dire que il y a encore un an, les gens voyaient ça, comme tu le disais, finalement, c'est un coût, j'ai pas le temps, ça vient se rajouter à des choses que j'ai à faire. J'ai une faible capacité à charge, puis entre tout le réglementaire que je me prends, etc. Voilà. Et en fait, les gens prennent conscience que non, et finalement, il y a une demande déjà des salariés. Et des fois, ça vient des salariés eux-mêmes que cette demande-là de décliner cette feuille de route. Et on voit qu'il y a un vrai ROI, et les gens voient l'intérêt, et on voit cette maturité. J'ai envie de dire, la maturité ultime, demain, c'est quand toutes les entreprises feront de la PAC by design, quoi. Et ça sera naturellement introduit dans tous mes process, où à chaque fois que je fais quelque chose, je me pose la question, tiens, c'est quoi, de manière un peu conséquence scanning, c'est comment j'améliore mes impacts positifs qui sont environnementaux sociaux, comment je réduis les impacts négatifs. Et sur chaque action que je fais, plutôt je le fais dès la conception, d'ailleurs par exemple d'une application informatique, comme le disait très bien Patrick et tu le disais aussi David, c'est un impact énorme. Hein, et les gens sont très fiers en plus d'agir comme ça, d'être sensibilisés. Voilà. Et ça, je prends un exemple. On a eu le cas avec un client où en fait, il ne comprenait pas pourquoi, dans la manière de concevoir les choses, ça n'allait pas aller. On lui expliquait, là, vous faites une recherche en autocomplétion. Par rapport à votre besoin, nous, on n'est pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Une recherche en autocomplétion, vous tapez un caractère, on fait des propositions. Chaque fois que vous tapez un caractère, c'est une requête qui est transite par le réseau, qui est exécutée sur le serveur et qui revient. Il y a des moyens de faire différemment en fait, pour trouver ce qu'on cherche quelque part.
Et c'est plein de petits exemples comme ça que vous pouvez sommer. En fait, comme justement, pareil, vous parlez des exemples, pas de rafraîchir en temps réel. On peut, pour plein de choses, on sait très bien que ce qui a été rafraîchi la nuit suffit amplement. Voilà. Quand vous multipliez ça, c'est énorme en fait en termes de levier. Et donc, si tout le monde commence à avoir cette maturité de réfléchir à chaque fois qu'il agit, ben là, on arrive à une maturité qui est hyper intéressante. Et on va faire de l'impact by design, si je puis dire. Et là, ça va être top. Et je pense que les salariés, en plus, vont avoir cette fierté d'agir eux-mêmes et de faire du concret, en fait. Donc, si on résume, il y a des impacts financiers, mais surtout des impacts d'image, mais surtout dans le sens où on va pouvoir fédérer les collaborateurs, on va pouvoir montrer l'exemple à ses clients, et c'est surtout ça qu'on en ressort. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste, je crois, maintenant 2 minutes, c'est ça. Et demain, comment est-ce qu'on fait, et tu l'as un peu évoqué, hein, mais comment est-ce qu'on fait pour promouvoir encore plus le numérique responsable? Est-ce qu'on a besoin que l'État légifère et montre l'exemple et impose, ou alors il y a d'autres moyens pour y arriver? Je sais pas qui veut. Moi, je veux bien commencer. Enfin, de grâce, si on pouvait éviter de nouveau de légiférer, ce serait pas mal. Je pense qu'on en a déjà suffisamment. Et les textes européens récents, comme la CSRD, nous montrent qu'il faut quand même les digérer. Non, à contrario, on sait aussi qu'on est dans un pays où si on n'a pas d'obligation, on n'avance pas. Bon, on en est quand même conscient. Nous, notre rôle, justement, c'est précisément de contribuer à l'accélération. Et dans nos actions concrètes, c'est le partage. Tout à l'heure, j'évoquais 2 structures qui ont bien avancé. L'intérêt du partage, c'est qu'elle, par capillarité, elles transmettent des façons de faire, des idées à des structures plus petites qui vont pouvoir mettre en place plus vite. Donc notre enjeu, c'est réellement d'accélérer, d'avoir des contributeurs qui accélèrent le mouvement. Moi, je crois que c'est possible. Nos PME, je veux dire, avec... on est tous tirés. Si on ne le fait pas, le voisin va nous contraindre d'une certaine manière, ou les clients vont nous... Aujourd'hui, quand vous répondez à un appel d'offres, si vous ne travaillez pas du tout sur la dimension RSE au sens large et numérique responsable dans certains appels d'offres, vous êtes exclu. Donc je dirais que là aussi, par capillarité, vous avez été amené à vous transformer. Donc j'ai presque envie de dire que c'est inéluctable, et tant mieux. Mais pour moi, là, c'est... faisons en sorte que les contributeurs accélèrent le mouvement. Et nous, on en fait partie. On est convaincus que ça va marcher. Patrick, parce que vous avez quand même un poids, vous financez l'économie, et donc vous avez un pouvoir sur l'économie et sur particularité sur les entreprises et donc c'est quoi ta vision là-dessus? Nous déjà, on a commencé. Alors déjà, ouais, on anime on va dire un écosystème fintech aussi pour ça. C'est vrai que ça nous permet d'identifier, comme l'année dernière avec Frugger, des sociétés qui vont pouvoir nous aider, parce que c'est pas notre, on va dire, c'est une compétence, quoi. C'est vrai que nous, on a une compétence de gestion d'actifs. On n'est pas des spécialistes on va dire, du numérique responsable. Donc il faut, c'est de toute façon, comme tu disais, c'est un cercle vertueux. C'est de toute façon, tout le monde va être obligé d'y aller. Le truc, c'est que ça se fait pas en 2 minutes, donc il faut quand même un peu anticiper. Alors, ce qu'on essaye de faire, donc déjà cette année, parce que ça prend quand même du temps, c'est quand même, on a des data centers, etc. Faut un peu passer dedans. Donc cette année, on fait notre mesure. Donc on a déjà fait le site web. Là, on va faire tout notre dispositif IT. On va déterminer les plans d'action. Donc l'année prochaine, on va exécuter certains plans d'action. On va continuer à se mesurer de manière régulière pour pouvoir vérifier que les actions qu'on fait, ça va bien dans le bon sens. Donc ça, c'est des choses déjà qu'on a enclenchées. Je pense qu'aussi plus globalement, on va dire le move to cloud, ça va nous aider, parce que je vois que à notre niveau, on est encore sur data center propriétaire entre guillemets. Donc là-dessus, je pense qu'on n'est pas forcément hyper en avance. Le move to cloud, c'est vrai que ça, parce que j'allais dire à l'inverse, quand on est on-premise, quand on a ses propres data centers, on va dire, on achète des serveurs, on suit leur obsolescence, entre guillemets, etc. Mais on va dire, on ne se contraint pas forcément, parce que une fois que le serveur est là, on l'utilise, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce côté,
on paye à l'usage, quoi. Et c'est vrai que quand on va sur le cloud, tout de suite, parce qu'il y en a qui pensent que ça va tout de suite faire baisser les coûts. Généralement, non, parce que comme on paye à l'usage, si on reproduit ce qu'on fait avec, ça coûte assez cher parce que nos outils ne sont pas conçus, on va dire, pour justement limiter, comme tu disais, les interactions. Parce que c'est ça qui coûte beaucoup, c'est les interactions client-serveur, etc. Donc, base de données, etc. Parce que ça coûte très cher. Et donc, je dirais que tout projet cloud, parce que nous, on va y aller, on est en train de regarder, parce que ça nous offre des possibilités beaucoup plus grandes qu'aujourd'hui. Mais pour y accéder, il va falloir qu'on fasse aussi des efforts sur notre existence, sur notre legacy. Et donc ça va de pair avec une amélioration continue de nos outils. Donc je pense que le Move to Cloud, ça va aider pas mal de monde. Après, je sais pas si toi, je confirme, sur les aspects Move to Cloud, on a accompagné quelques établissements financiers sur leur stratégie Move to Cloud. Et il peut y avoir quelques mauvaises surprises en termes de coûts. On se rend compte que le business case qu'on avait prévu n'est pas tout à fait le même que la réalité. À cause de la consommation de ligne. Et du coup, pour conclure, pour conclure, oui, de toute façon, comme disait David, il y a une pression commerciale, il y a une pression des collaborateurs, donc ça, de toute façon, ça va pousser tout le monde. Le réglementaire, il fait beaucoup souvent bouger les lignes. Il a déjà commencé à l'accessibilité numérique, la loi européenne qui va se mettre en place, elle va pas donner le choix. Dans la continuité de la loi RIN, qui est la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est de l'obligation de moyens pour l'instant, mais pas d'obligation de résultat, il y a d'autres lois qui sont prévues. Demain, c'est évident, il y a une discussion sur mettre un éco-score obligatoire sur les principales plateformes numériques. C'est de transparence déjà, et puis ça permet à tout le monde de prendre conscience qu'il y a une empreinte, et puis d'obliger tout le monde à agir mieux. Donc ça va se mettre en place. Et plus globalement, d'ailleurs même sur d'autres sujets, on parlait par exemple de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est quelque chose il est très délicat de mesurer l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle, mais on sait qu'elle est lourde, parce que ne serait-ce que d'entraîner un modèle, c'est extrêmement lourd avant même de l'usage du modèle déjà. Ça nécessite énormément de données, etc. Mais il y a également une empreinte sociale avec des biais qui sont extrêmement dangereux sur l'intelligence artificielle. La loi européenne, pareil, elle va évoluer. Il y avait déjà une première loi sur l'intelligence artificielle Act. Il y a une version 2 qui est en cours, sur laquelle ils ont donné clairement un cadre qui est il faut qu'on ait une IA en Europe qui soit transparente, traçable, éthique, sans biais et respectueuse de l'environnement. Donc il y a un texte qui a été donné, qui a été notamment poussé entre autres par Jean-Louis Borloo, et il y a une réflexion en cours donc, qui va permettre de mieux encadrer, et ça va dans le bon sens, comme ça a été fait sur l'éthique, sur la RGPD, sur les protections de données personnelles. Donc là, ça va donner un cadre. Je trouve ça plutôt bien d'ailleurs, parce que souvent l'Europe donne le ton d'un point de vue global, parce qu'on se rend compte que la RGPD, finalement, ça a été adopté par plein d'autres pays en dehors de l'Europe, en fait, qui est devenu une référence finalement. Et donc là, tout ça va entre le réglementaire, la pression des salariés, la pression en fait niveau commercial ou dans les appels d'offres, etc. Ça devient un requis. Je pense que en fait tout ça va faire que de toute façon on va pas avoir le choix. On va y aller. On va pas être en train de se poser la question est-ce qu'il faut y aller, comment, etc. J'essaye un peu. On va vraiment être dans l'impact by design. Et le numérique est indépendant de l'empreinte et on va devoir y aller. Moi, je suis plutôt optimiste. Moi, j'ai toujours envie de rester optimiste. Il faut le rester. Où je pense que, voilà, la preuve en est, on est super auto-expérients d'entreprises qui sont engagées, qui ont lancé des choses. Tout n'est pas parfait. On sait pas tout bien mesurer. C'est pas un domaine qui a l'état de l'art, ok. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, en fait. Et de toute manière, c'est une tendance de fond qu'on voit, pas seulement sur le numérique, mais dans les pans de l'économie et de la vie des gens, le RSE, l'environnement, et donc on va y aller, quoi. Enfin, on n'a plus le choix, la planète elle a besoin de nous. Peut-être, pardon, vraiment une conclusion, mais ce que l'on fait là, et merci au pôle finance et innovation, il contribue également, c'est-à-dire le fait d'en parler, de montrer des exemples, de partager avec des différents acteurs dans la salle, précisément, ça y contribue également. Donc c'est très important de mener ce type d'action. Et ça permet, je vous le dis accessoirement, par exemple pour nous, de rencontrer Frugger et peut-être justement de s'appuyer sur des structures, des startups qui apportent des solutions, on va dire, des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès directement. Et qui évangélisent. Absolument. Merci à tous. Je crois que le temps est terminé. Donc je propose de conclure maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle.
Je vais répéter la question. Donc la question, c'est sur les politiques achats avec des achats responsables, mais aussi comment gérer la seconde vie du matériel et comment bien gérer la seconde vie matérielle en passant par des filières de reconditionnement. En vrai, c'est ce qu'on fait. Nous, dans notre structure. Donc, alors, LBPAM, juste pour vous donner un contexte, on est une filiale de la Banque Postale, mais on n'est pas si gros que ça. Hein. on est 300. On est 300, donc on vient de racheter la financière de l'Échiquier, qui est une autre société de gestion d'actifs. Donc en tout, le groupe va faire à peu près 450 personnes. On gère 70 milliards d'actifs. Donc c'est une société de gestion qui compte. Alors, qu'est-ce que nous on fait ? Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, nous on va des laptops, etc. Donc on va se positionner sur des laptops réparables. Donc déjà, première chose, on a une entreprise qui vient réparer nos laptops sur place. Donc écran, je sais pas, RAM, disque dur, etc. Donc on peut faire réparer le laptop, donc du coup augmenter sa durée de vie. Et deuxièmement, quand le laptop entre guillemets est obsolète, donc en termes de processeur, de mémoire, qu'on est arrivé au bout du modèle, là on a un organisme de recyclage, donc qui va alors c'est du matériel qui fonctionne, donc ils peuvent le remettre sur le marché pour des usages, on va dire, moins gourmands que les nôtres, parce que voilà, on peut dire qu'on a peut-être des usages un peu plus gourmands, donc on a besoin de plus gros processeurs, etc. Mais par contre, pour faire du Word ou de l'Excel, pas forcément, donc ça peut être réutilisé. Donc en fait, il reconditionne, comme on dit, et après il va repartir dans le marché. Et après, pour le matériel qui ne fonctionne plus, donc pareil, on a une autre société qui fait le recyclage du matériel qui ne fonctionne plus. Et ce qu'on a proposé, c'est même aux collaborateurs de ramener leur appareil personnel qui ne fonctionnerait plus et de rentrer du coup dans ce dispositif-là pour éviter, on va dire, la facilité de le mettre dans sa poubelle personnelle. Voilà, et ça arrive. Hein, moi, j'ai des enfants, ils sont mal éduqués. C'est la faute aux parents, mais je vois que c'est pas quelque chose. Même les générations qui arrivent, c'est pas encore bien dedans, quoi. Pourtant, ils ont été plus acculturés que nous. Mais voilà, donc on fait aussi ces efforts-là pour faciliter, parce que plus c'est facile, et plus les gens vont le faire, quoi. C'est vrai que c'est finalement l'accès. Dès que c'est complexe, hein, dès que ça fonctionne pas, c'est comme le tri, pareil. Je sais pas si, je pense que tu as tout dit là-dessus. Donc, je vais résumer la question. Donc, on met des initiatives numériques responsables. Comment on pilote dans le temps et quels sont les indicateurs pour piloter ça et comment on partage l'ensemble de ces indicateurs au sein de l'entreprise et potentiellement plus largement auprès du public. C'est une question très intéressante parce qu'on vient de faire un séminaire. Alors, il faut acculturer aussi les collaborateurs parce qu'il faut impliquer tout le monde dans cette démarche. Donc, ce qu'on a fait, on a une équipe RSE. Donc, qui a monté justement un séminaire. Donc, il y avait justement Frugger et l'ADEME. Donc l'ADEME pour acculturer justement sur les impacts du numérique. Donc, là où sont les impacts. Donc, les impacts, on disait, c'est beaucoup le matériel, les données. Donc ça, c'est les deux gros consommateurs. Après, on va dire la mesure. Nous, sur certaines parties, on utilise Frugger parce que c'est quand même complexe. Enfin, nous, on n'a pas je pense qu'on n'a pas la compétence pour la mesurer. Donc, on utilise Frugger. Après, les plans d'action, on les met en œuvre. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. On nous dit, tiens, là, tu fais trop de requêtes, aller-retour serveur. On va
on va faire un cache, enfin voilà, on va faire des choses qui permettent de moins le faire. Donc après, donc ça, sur cet aspect-là, c'est la mesure un peu continue. Donc on essaie de se remesurer régulièrement pour vérifier que ce qu'on a fait. Donc ça, c'est des choses qu'on partage. Donc là, on a fait un espèce de kick-off. Voilà, je le disais avec l'ADEME et Frugger. On a établi un petit peu le plan d'action. Donc on a dit, voilà, on va faire cette mesure data center, mesure du site web, le matériel, on va faire comme ci, comme ça. On va prolonger la durée de vie de 18 mois pour les équipements, etc. Le recyclage, voilà, on a posé tous les sujets. Et ce qu'on va faire, c'est effectivement, alors on a lancé un petit challenge à la fin de cette présentation pour qu'il y ait quelque chose de concret. Donc on s'est dit, on va faire gagner un apéro, parce que ça c'est concret. Et donc c'est plutôt pas mal, un after work. Et donc là, on a 2 semaines pour. Alors il y a plusieurs actions. Donc il y a une première action, c'est éteindre son laptop le soir et ses écrans. Alors ça a l'air tout bête, mais c'est pas si facile parce que c'est une action individuelle. Donc, alors à mesurer, on va le faire avec le retour utilisateur. C'est-à-dire qu'on va pas passer tous les soirs vérifier que tous les postes sont machin. Non, on va faire confiance au collaborateur parce que le collaborateur est quand même un peu responsable aussi, et il va nous dire au bout des 2 semaines, voilà, combien de jours il a fait, voilà, pour avoir des métriques. On va aussi, donc, dans le challenge, réduction des boîtes mail. Donc, un challenge de 2 semaines pareil. Voilà, on prend une photo de sa boîte mail et on a 2 semaines pour supprimer les grosses pièces jointes. Donc ça, c'est pas super compliqué, mais ça prend un peu de temps parce que il faut trier sa boîte mail par pièce jointe, on va dire de la plus grosse à la plus petite, et après regarder ce qu'on a reçu, quoi. Donc c'est-à-dire, alors au début c'est simple, on arrive à gagner 500 mégas assez facilement, mais après voilà, une fois qu'on a fait le gros, il faut regarder, ah oui, celui-là, non, je l'ai déjà reçu, ah non, ça c'est une V2, je la supprime. Donc il y a un vrai travail de tri. Alors le truc, c'est qu'on devrait le faire naturellement, ça. C'est des trucs, quand on reçoit un mail, tout de suite, on devrait dire, tiens, cette pièce jointe, qu'est-ce que j'en fais? Tiens, ça, je la stocke ou je la détruis parce que j'en ai pas besoin. Donc, et ça, on n'a pas tendance, souvent, la boîte mail, c'est une base de données et on archive tout. Donc ça permet de prendre conscience. Là, on le fait une action spot. Donc c'est un petit challenge. Voilà, on va économiser. Moi personnellement, là je suis à 1,5 giga, donc c'est pas mal hein, déjà, je trouve. Après, ce qu'il faut, c'est continuer ça, quoi. Donc là, alors la mesure, pareil, ça va être la mesure de la boîte mail au bout des 2 semaines. Donc on va dire, voilà, combien on a gagné effectivement, et on va voir qui a le plus contribué. Mais c'est une action qu'on va demander de faire régulièrement aux collaborateurs pour qu'ils puissent avoir un impact. Moi, sur les boîtes mail, je supprime mon historique. Ça, c'est une bonne pratique. Supérieur à 3 ans, paf. Chaque fois, mais parce que ça fait longtemps que je suis dans la boîte. Ouais. Donc j'ai tout un historique de 13 ans. Après, voilà, le problème, c'est qu'on a des boîtes, parce que nous, on autorise jusqu'à 100 gigas, alors c'est colossal, 100 gigas. Et alors, effectivement, pour les gens qui sont là depuis 10 ans, 100 gigas, finalement, c'est pas beaucoup, quoi. Donc il faut vraiment se battre. Et montrer l'exemple, parce que ça vient d'en haut. Pour avoir un exemple, moi, quand j'étais chez DSI, chez Groupama, dans une structure, quand on a vérifié sur Teams, on a limité les boîtes mail à 5 gigas, sauf pour la direction générale, dont je faisais partie, qu'on a passé à 100 gigas. Non, mais c'était intéressant parce qu'on a mis sur la table le fait que finalement, il fallait aussi montrer l'exemple. Et donc, pour résumer ce qu'on disait, c'est pour suivre dans le temps, en fait, c'est pour chaque initiative, il faut un KPI. Réduction de la taille de l'espace consommé par les mails, consommation énergétique, et ensuite piloter dans le temps ces indicateurs, et notamment via des outils comme Frugger qui permettent de faire une mesure à un instant T, mesurer et donner des bonnes pratiques. Et peut-être, pour compléter, le piloter comme un projet, c'est-à-dire avec des instances de gouvernance, parce qu'il n'y a pas le choix, et c'est comme ça que ça marche. C'est un projet d'entreprise, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise, et donc c'est une ligne de projet qu'il faut piloter avec des KPI et avec une gouvernance, des pilotes, j'allais dire classique, mais comme un projet. Et ce que j'ai rajouté, c'est effectivement la gouvernance est hyper importante, et il faut moi c'est ma conviction, mais il faut un responsable numérique responsable qui pilote les initiatives, qui suit les initiatives, qui organise les comités avec la direction, et qui pilote aussi les actions de sensibilisation
et qui est vraiment quelqu'un d'identifié au sein, qui peut être au sein de la DSI, mais pas seulement, qui peut être au sein chez les métiers. C'est une direction qui est plutôt côté com, mais on travaille finalement ensemble. Voilà, il y a aussi dans le change, il y avait aussi les navigateurs aussi. Il y a des navigateurs qui sont plus ou moins consommateurs. Donc Chrome, bon, je ne vais pas faire de la mauvaise pub, mais Chrome c'est pas le meilleur. Donc nous on utilisait beaucoup Chrome. Voilà, on essaie de basculer plutôt la population sur Edge ou Firefox, par exemple. Ça c'est bon, ben ça c'est des. Alors c'est des sujets, ça a l'air tout con, mais pour mettre en place ça dans une entreprise, bah, nous il faut qu'on déploie les outils, il y a pas mal de choses à gérer, on va dire. Là on parlait tout à l'heure des liens, parce qu'une fois qu'on a nettoyé les pièces jointes, du coup l'idée c'est effectivement d'envoyer plutôt un lien, donc de dire voilà. Donc là, il faut une GED, donc il faut que les personnes passent d'un répertoire personnel sur un drive réseau à une GED comme SharePoint. Donc ça se fait pas non plus comme ça. Faut faire de la migration de documents. Enfin voilà, il y a un projet à faire. Enfin, il y a plein d'idées. Alors il y a des startups aussi. J'avais vu une startup qui faisait justement automatiquement la transformation de la pièce jointe en lien. Donc c'est-à-dire que on configurait le système pour dire voilà, toutes mes pièces jointes, je les stocke automatiquement comme ça, avec une règle. Et du coup, ça permettait de libérer finalement la messagerie, quoi. Mais bon, voilà, il fallait aller plus loin parce qu'il y a tout l'historique, parce qu'il y a l'historique qui pèse, et ça, ils n'étaient pas capables de le faire. Et il y a aussi, il ne faut pas stocker non plus systématiquement, parce qu'à un moment, il faut aussi analyser ce qu'on reçoit, quoi. Il y a des fois, on est en copie pour information, et bon, la pièce jointe, elle ne va pas nous servir, quoi. Donc, soit on délète le mail, soit il faut enlever la pièce jointe. Donc, voilà, tout ça, c'est pas si simple à mettre en place, quand même. Voilà. D'accord. Et on en parlerait des heures, mais j'ai dans le même ordre d'idée, c'est presque un contre-exemple, mais c'est pour faire prendre conscience parfois des actions qu'on mène et des absurdités. Le passage, quand j'étais chez Groupama, on a fait passer évidemment plein de choses en GED, et notamment toutes les pièces qui passaient par le back-office, donc toutes les relations clients passent en GED. Et je trouve, moi, l'absurdité du système. Alors, on n'imprime plus, ça c'est sûr. Simplement, tous les échanges sont mis dans la GED. Donc, quand vous envoyez un mail, admettons, le client vous répond « Merci monsieur », pouf, en GED. J'ai oublié ça, pouf, en GED. Donc, il y a une absurdité parce que, comme on a l'impression que ça ne coûte pas, tout est stocké en GED. Et donc, ça fait une masse historique. Et donc, les back-office sont aussi des, pollueurs parce qu'ils stockent trop. On n'aurait jamais imprimé ça. Par contre, on le stocke. Moi, j'ai vu des pratiques en back-office, middle, un peu pire, où tout est en GED et tout est numérisé, mais ensuite imprimé. Donc la pièce qui a été reçue en version papier est scannée, numérisée, mis en GED, et ensuite réimprimée par l'opérateur back-office pour faire ses saisies. Donc c'est des choses qu'on voit et qu'on essaie de combattre chez nos clients. Ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là parce qu'on arrive au bout de la table ronde. Un grand merci pour vos témoignages et un grand merci à Finance Innovation d'avoir organisé cet événement. Et on espère que ça aura des conséquences et des impacts l'ensemble positifs chez tout le monde. Merci. Merci.